Salut, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le bilan culturel de février, ce qui est assez positif étant donné que ça y est, je tiens janvier-février. Vais-je tenir pour mars? On verra. Le bilan culturel risque d'être un tout petit peu plus bref que les précédents étant donné qu'en février, j'ai eu la chance de pouvoir partir en voyage. Je suis partie en Espagne en train pour un petit peu moins de 2 semaines. C'était absolument génial. C'était ma deuxième fois en Espagne. Définitivement, j'aime beaucoup Madrid. J'ai fait une petite étape escale à Barcelone, qui est une ville très agréable, mais que vraiment, voilà, deuxième fois que j'y suis et deuxième fois que, ouais, c'est pas ma ville préférée, quoi. Si je pouvais ne pas m'y arrêter, je m'y arrêterais pas, sans doute. Par contre, Madrid, love absolu sur Madrid, donc je sais pas si c'est une recommandation culturelle, mais on va dire que peut-être un petit peu destination Madrid. Je trouve qu'on en parle peu et avant de partir, tous les échos que j'ai eus avaient été des échos plutôt mitigés. Ouais, bof, Madrid, voilà. Un petit peu comme si c'était la capitale, mais qu'il n'y avait pas grand-chose et que des villes comme Séville ou comme Barcelone étaient beaucoup plus agréables. Bien évidemment, tout ça est subjectif, hein, on s'entend, mais vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour Madrid la première fois où j'y suis allée et ce coup de cœur s'est répété. C'est une ville où je me verrais vivre. J'adore l'architecture qui est très variée. Il y a des espaces où c'est une architecture vraiment impressionnante, très très grande, qui dans une autre à une autre échelle et avec une autre ambiance, bien évidemment, rappelle un petit peu même ce qu'on peut voir à Moscou ou à Budapest, par exemple. Et puis vous avez des petits quartiers qui sont beaucoup plus espagnols tels qu'on se les représente, avec des façades colorées, des balustrades en fer forgé noir. C'est une ville qui est verte, c'est une ville où il fait bon se promener, avec beaucoup de rues où on peut se poser, beaucoup de terrasses hyper agréables, pas chères, beaucoup de librairies, plein de galeries, bref. Vraiment, j'ai adoré Madrid. Et puis après, je suis partie dans une autre partie d'Espagne, dont je parlerai peut-être à un autre moment, qui était absolument magnifique, avec cette fois-ci uniquement de la nature. Donc recommandation, peut-être, je ne sais pas, culturelle, rendez-vous en Espagne. C'est accessible en train depuis le sud-est ou depuis Paris, donc encore plus depuis, si vous habitez, je pense, un petit peu plus en bas ou au milieu ou dans le sud-ouest. Mais ceci étant dit, forcément, en étant toute la journée dehors et en rentrant le soir assez souvent fatiguée, j'ai pas beaucoup regardé de films, de séries ou autres. Donc ça va être plus bref. Je vais vous parler de 2 films. Pour commencer, j'ai regardé un film qui était, ou qui est peut-être toujours disponible sur Arte, de Ken Loach. Il s'agit de Just a Kiss, qui est un film sorti en 2004 en France, qui relate l'expérience, ou en tout cas la relation amoureuse en Écosse. Un jeune homme d'origine, il me semble, soit indienne, soit pakistanaise, et une jeune femme qui, elle, est vraisemblablement écossaise ou d'origine écossaise ou d'origine européenne. Bref, une blanche. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, c'est tout le nœud de ce film, c'est une relation amoureuse entre ce qu'on appelle un couple mixte et une relation qui va être rendue extrêmement compliquée parce que ce jeune homme, enfin, qui est jeune, je pense qu'il n'est pas si jeune que ça, mais ce jeune homme est musulman, dans une famille pakistanaise, il me semble, musulmane, pratiquante, extrêmement traditionnelle. Et en fait, c'est un refus de la part de sa famille à lui d'accepter sa relation avec cette jeune femme qui n'est pas musulmane, qui est blanche, qui ne vient pas de la même culture. Et c'est une réalité qui, me semble, est assez peu représentée, qui est un peu trop passée sous silence, alors que l'intolérance de certaines communautés et sous couvert de culture est désastreuse et très difficile à vivre, pèse énormément sur les personnes qui tombent amoureuses de personnes qui ne font pas partie de leur culture, et puis aussi sur ces conjoints et conjointes qui doivent beaucoup s'effacer, qui doivent accepter beaucoup de choses, qui sont très souvent déshumanisées, à qui on manque beaucoup de respect. C'était un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré la manière dont la musique était un fil conducteur. J'ai aimé le jeu des acteurs et des actrices. Point faible par contre pour, encore une fois, les scènes de sexe qui vraiment étaient, j'ai trouvé, malvenues et dénotées d'un certain male gaze assez flagrant. Je prépare une vidéo à ce sujet. Globalement, la sexualisation de la société, et encore plus, on va dire, dans les films. Je sais pas si ce sera 2 vidéos séparées ou si ce sera une très très longue vidéo, la vidéo sur la sexualisation de la société avec un passage sur le cinéma, peut-être plutôt 2 vidéos. Dites-moi d'ailleurs si c'est des sujets qui vous intéressent et auxquels vous avez déjà réfléchi, mais bon, bref, voilà. Ensuite, j'ai regardé In the Mood for Love, que je voulais regarder depuis des années. Pour vous dire, c'est un film que je veux regarder sans doute depuis presque 10 ans, étant donné
qu'il y a une petite dizaine d'années, je travaillais dans une école de langue privée pour expats, majoritairement chinois, coréens et japonais. Et je me souviens que c'était l'un des films préférés avec un autre film, Chungking Express, du même réalisateur, d'une de mes élèves avec qui j'avais de très bonnes relations. Et donc à cette époque-là, je m'étais dit, ah, il faudrait que je le regarde. Bref, il était sur Mubi finalement, donc je l'ai regardé. J'ai adoré. Bien évidemment, c'est un film qui est plutôt un film esthétique, on va dire, qu'un film portant sur l'intrigue, même si l'intrigue est quand même intéressante et que ça pourrait faire, je pense, un bon sujet de roman avec beaucoup de subtilité, de non-dit, de polyphonie. Ce serait vraiment très intéressant. Là, c'est retranscrit d'une manière forcément différente au cinéma, mais c'était bien fait avec des visages qui étaient toujours absents, avec des présences qui étaient là plutôt par des voix qu'on ne voyait, dont le corps n'apparaissait jamais, ou uniquement des pas, uniquement des noms qui étaient prononcés. Il y avait des... comment ça s'appelle ? Des slow motion, je sais pas du tout comment ça se dit, rythmer le film et qui était tout sauf ennuyeux tellement c'était beau, la musique était bien évidemment incroyable, les acteurs incroyables, l'actrice était magnifique dans ce film, je l'ai vraiment trouvé sublime, les couleurs, les ombres, enfin bref, de toute manière le film est connu pour cela, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, mais si jamais vous ne l'avez toujours pas vu, je vous le recommande. Sauf si vous aimez regarder des films pour l'histoire et pas pour le côté esthétique, peut-être que là ça pêchera un petit peu. Je vais m'en tenir là pour les films et je vais vous parler d'une série que j'ai regardée sur Netflix, une série allemande, je crois, allemande oui, pourquoi je dis je crois, allemande qui s'appelle Dear Child, donc je suppose que c'est Liebe Kind, peut-être en allemand. Regardez, je l'ai écouté en allemand en plus, donc super de pouvoir écouter de l'allemand. Si vous avez des recommandations de films et ou de séries allemandes, s'il vous plaît, donnez-les-moi. C'est l'histoire, alors que là il faut que je fasse attention, parce qu'en fait c'est une série qui repose beaucoup sur le suspense, les retournements de situation et le mystère, donc voilà. Je vais vous donner juste les premières minutes du premier épisode. Dans un coin forestier, en pleine nuit, il y a un accident entre une voiture et une jeune femme avec une petite fille. La jeune femme est totalement désorientée, on comprend qu'elle s'est échappée de quelque part, elle est percutée par la voiture et perd connaissance. La petite fille est retrouvée à côté d'elle par l'équipe médicale et on trouve que cette jeune femme ressemble étrangement à une disparition d'il y a quelques années. Je pense pas qu'il soit nécessaire de vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé et pourtant je suis pas non plus ultra fan, enfin je pense que vous l'aurez remarqué, il est rare que je parle de séries policières ou de séries mystère, suspense, ça peut m'arriver mais c'est pas très fréquent et en général c'est parce que je les ai trouvées vraiment bien faites. Là j'ai trouvé que c'était, oui que c'était vraiment... enfin non pas rafraîchissant mais qu'en tout cas c'était haletant, bien mené et il y a eu quelques retournements de situation que j'ai trouvé vraiment bien fait, bien exécuté. Voilà. Sur YouTube, je veux vous recommander l'une des interviews menées par Blast avec une autrice qui a écrit sur les domestiques des ultra riches. C'est une interview donc avec l'autrice qui explique son processus de recherche, pourquoi elle a écrit ce livre, quels sont les éléments qui l'ont le plus... marqué, intéressé lors de la rédaction de cet ouvrage. C'était vraiment intéressant, je l'ai regardé justement avec mon ami un soir quand on était en Espagne et ouais c'était ça m'a donné envie de lire le livre, j'essaierai de le lire si j'en ai le temps et ça m'a aussi rappelé que j'avais pour projet d'écrire, enfin de filmer une vidéo sur ma chaîne littéraire sur ou un podcast sur les figures de domestiques dans la littérature parce que c'est un sujet très présent, extrêmement polymorphe, très varié et qui n'est pas tant étudié ou mis en avant que ça, donc voilà, ça m'a un petit peu reconnecté à ça. Sur Arte, j'ai regardé encore un autre documentaire, je pense que vous l'aurez peut-être vu passer, j'ai l'impression qu'on voit passer partout en ce moment, mais est-ce que c'est parce que je l'ai regardé et que donc internet me recommande, je ne sais pas. Il s'agit d'État Limite, qui est un documentaire sur le seul médecin psychiatre à l'époque d'un hôpital en banlieue parisienne. J'ai adoré ce documentaire, je l'ai trouvé profondément humain, ce qui est pas toujours le cas lorsqu'il y a des documentaires où, voilà, sur la psychiatrie. J'ai adoré ce psychiatre, sa manière d'exercer, sa manière de conscientiser et politiser aussi son métier, son rapport avec les patients, les patientes, les fous comme il les appelle, voilà. Je sais pas si vous le savez, mais à la base, j'étais partie pour faire des études de psycho
Et puis, j'en ai jamais vraiment parlé. Mais en fait, j'ai abandonné ces études de psycho parce que c'était un moment très dur de ma vie pour plusieurs raisons. Mais aussi, et ça je crois que je l'ai jamais trop dit, parce que lorsque je suis arrivée dans cette fac de psycho en première année, j'ai entendu parler d'une manière qui, moi en tout cas à l'époque, m'avait semblé manquer d'humanité, de personnes et de symptômes et de situations qui me rappelaient beaucoup ma propre personne et ma propre expérience et mes propres symptômes, mais aussi peut-être ceux d'une personne très très proche de ma famille. Et je crois que j'avais vraiment pas du tout supporté ça. Mais je suis très heureuse d'être prof, vraiment. Mais depuis très jeune, j'ai toujours dit que je voulais soit être prof, soit psychologue. Et psychiatre, ça me semblait beaucoup trop compliqué parce que je n'aurais pas du tout eu les compétences pour faire médecine. Mais voilà, c'est un sujet aussi qui me touche parce qu'en fait, ça aurait pu être mon autre voie professionnelle. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce documentaire que j'ai trouvé très très bien exécuté et qui en plus avait par moments une dimension vraiment artistique avec des photos en noir et blanc et un fond musical super bien. Sur Instagram, je veux vous parler d'un compte qui s'appelle Femmes de l'architecture. Je pense que c'est assez explicite. On y découvre des femmes architectes, des femmes qui ont travaillé dans ce domaine-là. Et moi, j'aime beaucoup l'architecture. J'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose que j'apprécie vraiment énormément. Et donc, c'est toujours intéressant d'en apprendre plus et d'en apprendre plus sur celles qui ont été effacées. Voilà. Au niveau des podcasts, je vous recommande la dernière, je sais pas si c'est la dernière ou l'avant-dernière, série d'LSD sur le féminisme en Espagne. Voilà, on reste cohérente avec le thème. Je crois que ça s'appelle l'Espagne avant-garde féministe. J'ai pas encore tout écouté, mais c'est génial, hyper intéressant, assez éprouvant à l'écoute vraiment, mais super intéressant, foncez. Et en musique, comme d'habitude, vous retrouverez ma playlist en barre d'infos. Ce mois-ci, j'ai écouté beaucoup de musique japonaise. Est-ce que j'ai eu un regain de nostalgie, étant donné que je vis branchée sur la fréquence nostalgie quand même? Mais j'ai voulu réécouter de la musique japonaise. Alors j'ai écouté de la pop japonaise, j'ai écouté du rock japonais, pas forcément du visual que j'écoutais, du visual kei que j'écoutais quand j'étais jeune, mais quand même, forcément, certaines sonorités, la langue, etc., ça rappelle beaucoup de mon adolescence, tout simplement. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc si vous n'aimez pas du tout, c'est pas trop la peine d'aller écouter cette playlist. Si jamais vous êtes curieuse, foncez. Voilà. J'espère que ce bilan culturel vous aura plu. Comme d'habitude, je vous encourage à me dire ce que vous avez vu, ce que vous avez écouté. Je vais essayer d'aller au cinéma ce mois-ci, notamment pour regarder Il y a toujours demain, je crois, qui m'avait été recommandé dans les commentaires avant même qu'on commence à voir les articles fleurir sur la toile. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.